Bonsoir. Merci donc à Eddy et Alexandre d'organiser ce meet-up. Donc je n'ai pas la prétention de détenir la vérité. Je suis plutôt ici pour vous partager des échecs, des leçons que j'en ai tirées, notamment sur l'organisation et la collaboration. Moi, à titre personnel, je me suis souvent posé une question, à savoir si les organisations en silo, elles étaient inhérentes aux sociétés de grande taille. Il faut savoir que par le passé, j'avais une autre casquette et j'intervenais dans des entreprises qui étaient plutôt en difficulté. Et j'ai vécu une expérience très particulière dans une PMI sur un site de 200 personnes où les gens ne collaboraient plus que par deux moyens. Le premier, c'était en s'envoyant des emails avec en copie toute la ligne hiérarchique. Je vois des sourires, peut-être que certains connaissent ou ont connu ce mode de fonctionnement, très efficace pour traiter des sujets opérationnels. Et le deuxième moyen, c'était en utilisant des fiches de non-conformité. Donc c'était grosso modo un document bleu qui était normalement réservé au périmètre de l'usine, mais qui avait été détourné pour pointer quelque part du doigt une faute commise par un collaborateur. L'ambiance n'était pas forcément au beau fixe et c'était assez compliqué dans ces conditions évidemment de collaborer et aussi de résoudre le moindre problème interservice. Et donc à la création de Bobby, c'est vrai que ces sujets-là m'ont travaillé et je me demandais comment éviter de recréer ce type d'organisation, sachant qu'on avait carte blanche. Donc Cegid Bobby, c'est une start-up qui a été créée donc en 2022, rachetée 18 mois plus tard par le groupe Cegid, donc qui est un éditeur leader sur les marchés de la finance et de la comptabilité. Nous sommes une solution SaaS de facturation pour les artisans du bâtiment, avec un module de GenAI donc qui permet à l'utilisateur, dans sa langue maternelle, de pouvoir réaliser une série de tâches, notamment chiffrer un devis de demande de travaux, etc. Et nous sommes aussi une société donc, qui a triplé ses effectifs. Nous ne sommes pas encore un très grand groupe. Nous sommes passés de 8 à 24 collaborateurs, mais tout de même, il a fallu le gérer. Et je vous propose de revenir un petit peu dans le passé. Je ne sais pas où vous étiez en 2022, mais en tout cas, moi, j'étais au début de Bobby. Et nous étions 8, donc à l'époque, 4 développeurs, 2 personnes au produit, dont moi-même. Et donc, c'est l'époque de la première version de l'application, sortir ce fameux MVP en 8 mois. Donc, ça s'est quand même ponctué pour nous par un rush. Mais au-delà, finalement, de cet aspect fatigue qu'il a dû gérer, l'avantage, finalement, c'est que ça a créé une cohésion très, très forte entre l'équipe de développement et produit. 2023, c'est le début de la commercialisation. On peut se dire que c'est génial, on a nos premiers clients, mais c'est aussi finalement le début des difficultés. Et on a finalement doublé nos effectifs à cette même période, donc en recrutant sur différents postes, commercial, marketing, développeur, design. Et on a eu des premiers retours, on va dire, assez négatifs, dans le sens où le commerce ne comprend pas la roadmap produit. Donc on a beaucoup de questionnements, de conflits, de tensions sur ces sujets. On a aussi les nouveaux designers qui nous ont rejoints, qui remettent un petit peu en question le fait que les spécifications arrivent trop tôt et ils se trouvent restreints dans leur créativité. Sans parler évidemment des problèmes de qualité, du front, etc. Ça n'arrive jamais sur un MVP. Enfin bon, voilà. Donc on a cet amas de retours assez négatifs et en fait je prends conscience qu'on n'est jamais sorti de notre rush. On est toujours dans cette organisation où finalement le produit gère le produit avec l'appui des développeurs, mais en ignorant totalement les fonctions marketing, commerciales, etc. Et comme je viens de l'industrie, on avait quand même cet arc réflexe d'organiser des ateliers d'amélioration continue. Je décide de lancer ces fameuses sessions, donc entre 2 services à chaque fois, pour collecter les dysfonctionnements observés par chacun, et aussi évidemment des pistes de solutions. Et donc en agrégeant tous ces retours, on en vient à se dire qu'il va falloir implémenter plusieurs transformations. Et donc, je vais vous en partager 3. La première, c'est que nos utilisateurs n'ont aucun secret pour nous. Pour quelle raison? En 2023, donc, on a eu nos premiers clients et forcément nos premières remontées support. On avait 2 problèmes. On n'avait pas le budget pour créer un poste côté support et étrangement, personne n'avait le temps pour gérer ces remontées. Malheureusement, il fallait bien répondre à ces fameux clients. Et donc, moi, j'ai proposé en Codir que tout le monde fasse du support, manager et collaborateurs compris. Il a fallu le faire accepter. Donc, j'ai organisé une formation, notamment sur la partie processus, outils, et on a formé des binômes pour être le plus efficace possible, métier et technique.
Et donc, chaque binôme avait à sa charge une demi-journée de support par semaine. Et les résultats sont très positifs puisqu'aujourd'hui, nous fonctionnons toujours ainsi, alors que nous avons le budget pour créer ce type de poste. Pourquoi on a fait le choix de maintenir cette organisation? C'est parce qu'en fait, ça a créé une prise de conscience au sein de l'ensemble des équipes sur ce qu'est un utilisateur, ses problématiques, et on s'aperçoit finalement que les gens, quel que soit leur poste, ont davantage d'idées, mais concrètes en fait. On a par exemple un développeur dernièrement qui a compilé plusieurs remontées support auxquelles il a été confronté et qui nous a fait une proposition de fonctionnalité qui a été implémentée, donc qui était sur l'annulation d'une suppression dans un devis. Et finalement, les utilisateurs étaient très satisfaits. La deuxième transformation que je souhaitais vous partager, c'était que tout le monde fait du produit. Ça, il nous a fallu un petit peu de temps, mais l'organisation qui est en place fonctionne plutôt bien. En fait, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut renforcer cette collaboration et créer cette culture de l'innovation pour être différenciant par rapport à nos concurrents? Tout simplement en impliquant les gens. C'est très facile à dire, plus compliqué à faire évidemment. Donc on s'est doté déjà d'un outil pour agréger l'ensemble des remontées, que ce soit utilisateurs, leads, mais aussi finalement les idées des équipes internes. Et puis on organise donc au sein de mon équipe une session par trimestre de brainwriting, donc sur des sujets qui sont élus. Récemment, on a travaillé sur comment simplifier la rédaction d'un devis. Alors, les résultats de cette transformation, ils ont été plutôt positifs puisqu'on sent qu'on est en capacité de se réinventer. Pour autant, ça a forcément créé aussi une charge supplémentaire, notamment au niveau de l'équipe produit, puisqu'elle doit gérer un backlog d'US et maintenant un backlog d'idées. Donc nos PO s'organisent de telle manière à filtrer, catégoriser, prioriser les idées toutes les 2 semaines. Et puis ça a renforcé aussi le rôle du PO qui se doit vraiment d'avoir cette position d'arbitre et d'être en capacité d'expliquer pourquoi telle proposition, pourtant très bien argumentée, n'a pas été implémentée ou priorisée. On a eu lors d'une session de brainwriting plusieurs remontées de la part des commerciaux qui nous ont vraiment éclairé côté produit. En fait, on est sur une cible très particulière, donc qui est peu digitalisée. Il faut savoir que c'est la deuxième moins digitalisée de France après l'agriculture. Donc je parle des artisans du bâtiment. Donc nous, ils viennent du papier et de Word. Et ils sont aussi peu au fait de la législation et aussi de la comptabilité. Et oui, vous vous dites, et je fais un logiciel de facturation. Oui, c'est un challenge au quotidien, mais on y arrive quand même. Et donc, en fait, les commerciaux nous remontaient finalement que les utilisateurs ne comprenaient pas tout le système qui est normalement légal, en fait, d'annulation d'une facture, de création d'avoir. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était modifier leur facture. Ils n'en avaient rien à faire de savoir que c'était illégal passé un certain stade. Et en fait, on a appréhendé le problème en se mettant avec mon équipe à la place de l'utilisateur et en se disant, finalement, au lieu d'avoir X boutons qui varient en fonction du stade de la facture, on va en avoir un seul, c'est toujours le même, c'est modifier ma facture, puisque c'est l'intention de l'utilisateur, mais c'est nous, Bobby, qui allons en tant qu'éditeur nous assurer que la légalité, évidemment, est respectée. Et en fait, ça nous a fait vraiment changer toute cette configuration de gestion de statut. Donc voilà, pour vous montrer que des gens qui au départ n'étaient pas forcément dans notre périmètre produit, ont eu quand même des idées assez brillantes et je les remercie aujourd'hui. Un troisième point, donc c'est que rien n'est acquis, tout est voué à évoluer. Ça a été assez dur à implémenter, mais je crois qu'on s'y rapproche. En fait, l'objectif, c'était de permettre à quiconque de challenger l'existant. Voilà, il faut pouvoir en revanche s'y préparer. Donc nous, l'existant, c'est essentiellement 2 axes. C'est un, l'organisation. Donc on organise régulièrement des sessions qu'on appelle REX, retour d'expérience, où quelqu'un peut amener un dysfonctionnement qu'il a rencontré afin de provoquer une recherche de solutions et donc potentiellement de faire évoluer l'organisation, nos rituels, etc. Et le deuxième axe qui est très important, c'est que tout le monde challenge le produit. Donc en fait, au-delà d'avoir une boucle avec nos bêta utilisateurs pour valider que les problématiques sont bien traitées côté produit, on s'organise de cette manière-là. Nous, dans nos squads, moi j'ai pris la décision, avec leur accord, de retirer les designers. Donc on a des fonctions qui sont assez classiques, développeurs, PO, data scientist. Mais les designers, eux, en fait, sont en dehors et vont former un binôme avec un PO le temps d'une fonctionnalité.
Et pourquoi avoir fait ce choix? C'était pour leur donner vraiment un espace de créativité, mais surtout un rôle de challenger. Donc un designer qui travaille sur la fonctionnalité A, lorsqu'on va devoir itérer et faire évoluer cette fonctionnalité, ça va être un autre designer qui va être confronté à cette tâche, et son rôle, ça va être d'apporter son regard, en fait, son regard neuf sur la conception. Un deuxième point, c'est qu'on a instauré des boucles. Les binômes de designers, en fait, se challengent mutuellement au stade maquette. Donc ça, c'est la première boucle qui est vraiment interne produit. Ensuite, on a un point de faisabilité avec l'équipe de développement, mais on donne un vrai rôle où c'est à ce moment-là que les développeurs ont vraiment le droit de challenger le produit, et notamment le métier de poser toutes les questions, de voir si toutes les variantes ont pu être traitées. Et donc on affine à ce stade le produit. Et ensuite, on a une dernière boucle avec les équipes commerciales et marketing. Et on se rend compte à terme, donc, grâce à cette organisation, donc, qui demande quand même une prise de recul, une remise en question. Donc c'est quand même voilà des compétences et des savoirs qui sont à acquérir au fur et à mesure, qu'on est vraiment en capacité de se renouveler face aussi à cette cible qui est assez mouvante et hétéroclite, et donc qui fait qu'aujourd'hui on est plutôt un produit innovant. On a mis en place d'autres types de transformations, notamment sur le fait que la qualité est l'affaire de tous, avec la mise en place d'une rotation des équipes dev entre une squad purement QA, donc correction d'anomalies, et une squad de développement de nouvelles fonctionnalités. On incite aussi à développer une culture de l'écrit, mais je n'ai pas assez de temps. Donc je conclurai ainsi en disant que tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Cette phrase n'est pas de moi, mais je trouve que le cœur de cette pensée est très importante, et qu'évidemment pour développer une culture donc orientée collaboration, innovation, et évidemment centrée client, ça passe en fait par les liens entre les individus. Et comment on tisse des liens? En passant du temps ensemble, donc au travers des rituels. Donc c'est ce qu'on a essayé de mettre en place donc en collaboration avec l'ensemble des équipes. Et qui dit rituel, dit aussi rituel en dehors du temps du travail. Donc chez nous, les mercredis, par exemple, c'est jeux de société. Le vendredi, c'est un restaurant avec toutes les équipes en présentiel. Et on a évidemment nos événements aussi qui ponctuent l'année. Je vous remercie pour votre attention, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions.